Pierre a 8-10 ans, les parents ramassent déjà les feuilles du petit génie et disent allez, tes devoirs maintenant. Non. Non, mais à 14 ans, je me fais enguirlander par mon prof de religion en disant dans le cahier de religion, il y a plus de dessins C'est comme ça que que ça de démarre. textes. Et oui, quand je m'ennuyais, je dessinais des petits nains, C'est ça. des cornes d'abondance, des fleurs, des avions. Moi j'avais un sous-main sur mon bureau et chaque fois un beau sous-main vert, tu vois. Quand je revenais, mon fils avait griffonné dessus. Et ben voilà. Je retournais le sous-main pour dire écoute David, fais gaffe, tu peux être sûr qu'un copain lui téléphonait, je retrouvais le sous-main. Donc je n'arrêtais pas donc. Mais on l'a mis dans des boîtes et des boîtes. Ah, mais oui, mes parents n'ont pas gardé, à mon souvenir, de dessin. Mais j'ai commencé, c'est instinctif, je sais pas très bien. Ouais, c'est instinctif hein, ça. Oui, oui, c'est par habitude de fait. D'accord. Au téléphone, quand on s'ennuie, un cours barbant, c'est les cahiers d'école qui encaissent. Donc c'est la religion qui t'a barbé. Oui, oui, c'était la religion qui était le plus catastrophique. Mais t'as pas idée d'en faire un métier à ce moment-là, quoi. Non. Mais assez rapidement, il y avait un peu un tiercé, médecine, journalisme et bande dessinée. D'accord. Ça, c'était Et de quelle région étais-tu? Bruxelles. Ah, d'accord. Bruxelles. J'ai habité au Canada. Je suis parti quand j'avais 6 mois avec mes parents. Mon père travaillait dans une multinationale. Et on est rentré pour la naissance de mon frère. On est reparti en Hollande. 3-4 ans. Et puis on est rentré... à la moitié de mes primaires en Belgique. Et donc on est à quelle époque? En quelle année? Dans les en années 70. 70. Voilà. En 70, je rentre en Belgique et je ne quitte Tu as une plus la vingtaine. Belgique. J'ai 7 ans. Tu as 7 ans, d'accord. Ouais. Et donc, 3e primaire, j'aurais peut-être dû passer en 4e parce que je venais du système français et ça m'a rendu très paresseux. Mais donc il y a déjà une expérience de voyage. Oui, le voyage, mais en tout cas, énormément de tolérance chez mes parents. Voilà. En disant, ils fonctionnent différemment, c'est un autre rapport à l'argent, un autre rapport à la société, mais c'est très bien, ils ont spécialement apprécié la Hollande, qui était détestée à l'époque par les Belges. Ils ne pouvaient pas parquer leur voiture avec la plaque hollandaise devant chez mon grand-père, Oui, d'accord, je comprends. dans les Kaeskamp. Donc c'était assez... Donc, médecine, journalisme... Alors j'ai fait 6 mois de médecine, après mon secondaire, et puis j'ai bien senti que ça n'allait pas. Et puis j'ai fait Saint-Luc, mais en préparatoire, c'était pas ma place. C'était une année qui préparait à toutes les branches. Oui, 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 oui. Donc il y avait vraiment des choses qui... Donc on faisait des petites BD qu'on affichait à l'entrée en caricaturant les profs, etc. avec un copain. Et on s'est fait virer. Donc, au bout de 6 mois, donc j'ai fait 6 mois de médecine, 6 mois de Saint-Luc, et puis en journalisme, où j'ai beaucoup appris sur les méthodes de recherche. L'investigation, tout ça. C'est ça. Donc, bon, un peu de culture évidemment, mais c'est surtout sur la méthodologie. Et ça me sert encore maintenant. Quand je dois trouver un château, il faut taper les bons mots, il faut retrouver l'époque, il faut retrouver qu'est-ce qui existait au XIIe siècle. Donc. Pour du flair. Du flair et de la méthode. C'est un petit peu comme notre ami, je ne sais pas si tu le connais, Francis Groff. Non. Ah, voilà, qui est un journaliste de la région de Charleroi, qui est édité lui, chez Weyrich, mais en livre. Ah oui, oui. Oui, d'accord. Mais bon, le journalisme, l'investigation et tout, enfin la recherche, voilà. Oui, oui, la méthode. La méthode. Oui, oui. Et d'être systématique, de noter beaucoup de choses. Là, c'était bien. Donc plus ça, c'est le journalisme. Quoi. Oui. Mais toujours en chipotant, en dessinant. Ah oui, 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 j'étais avec Benoît Moulin, qui est devenu rédacteur en chef du JT, François de Brigode, et moi j'étais le 3e. Et eux, c'était clairement la politique. Tiens, mais de Brigode, alors l'école de Charleroi, ça ne te dit rien à cette époque-là?
Non, 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 non. Rien du tout. Parce Non, qu'il y non, avait Marcinelle, il y avait Dupuis, il y avait... Non, non, ça aurait c'était... pu t'attirer en curieux, quoi. Non, c'était Dupuis, non, mais j'avais plein de profs bruxellois. D'accord. J'ai eu cette chance-là. Parce qu'en quittant... Enfin, dès le départ, j'ai eu, à partir de 17 ans, je pense, j'ai eu comme professeur Didier de Smith, qui était le décoriste de Tibet pour Ricochet. D'accord. Et puis... Ah, du château. Hein. Oui, Du mais château. Oui, voilà. moi, voilà. Je l'ai rencontré plusieurs fois. C'est Et ça. puis Eddie Pape, qui était à l'Académie de Saint-Gilles. Bob de Moore, qui était au Lombard et qui me supervisait sur un projet. Mitac, de la Patrouille des Castors. Donc tu as peut-être rencontré comme éditeur Arnaud Delacroix. Oui, bien sûr, bien sûr. Oui, oui, oui. C'est au Lombard qu'il était, lui, je pense. Je ne sais plus. Peut-être, mais en tout cas chez Casterman. Casterman. Il c'est était ça. collègue de Jimmy Van Den Noot, avec qui C'est j'ai ça. des contacts très réguliers. Et donc, avec tous ces professeurs, j'avais allez, 10 visites par mois, à peu près, chez des professeurs. D'accord. Didier Chris, qui était plus jeune, plus moderne, différent. Et donc, il supervisait mes planches et il me permettait d'évoluer. Mhm. Avec énormément de respect. Il corrigeait sur des calques pour ne pas toucher à mon papier, parce que c'était ma planche, et il la respectait, ils le faisaient tous. C'était vraiment une très grande marque de respect de ces grandes... Tu t'es créé un personnage mythique. Non, mais il y a un style qui a émergé, Il y a un il style. semble. Voilà. Les gens me disent ça, c'est du Lejeune. Même quand j'ai fait de la sculpture, oui, je dois avoir quelque chose dans l'œil qui fait que j'ai une patte. D'accord. Et donc, Et quand tu parles de sculpture, parle-nous un peu de ce hobby. mais en fait, c'était un peu un fantasme parce que quand j'étais chez mes grands-parents, je m'ennuyais, je déteste m'ennuyer, et je fixais une statue, le semeur. De Rodin. Non, non. Non, le semeur, non, que dis-je, c'est le penseur, Rodin, Oui, et le semeur. qui était sur la cheminée et il m'a toujours fait rêver. C'est un Charleroi, alors ça. Le semeur. Oui, oui, oui. Il y avait, je ne sais, oui. Oui. Et Celui donc, qui avait fait les Hirscheuses aussi. Non. mais en fait, la sculpture, je connais assez mal. Ah, d'accord. Mais j'ai rencontré une dame. Mes enfants étaient dans les chevaux, donc on était dans les manèges. Ses enfants aussi, elle donnait cours de sculpture, donc je me suis dit pourquoi pas. Et j'ai fait 10 ans de sculpture à raison de 6 à 9 heures C'est par ce qui semaine. donne une meilleure vue sur la perspective, tu penses, la sculpture. Ça m'a apporté quelque chose. Quoi exactement, je ne sais pas. Parce qu'il y a des, je connais des auteurs de BD aussi, au niveau volume, ils sont plats, quoi. Parce qu'encore, ils n'ont pas cette maîtrise-là de... Oui, mais ça m'a apporté beaucoup au niveau des proportions, des proportions. de la justesse, de passer, repasser et repasser 10 fois s'il le faut, où le temps n'a pas la même importance en sculpture qu'en bande dessinée. Mhm. Et donc, pousser encore plus loin le perfectionnisme. Mhm. Et puis à un moment, j'ai atteint mes buts. J'aurais pu passer professionnel en sculpture, mais c'est un milieu qui n'est pas très agréable. Mhm. Il y a beaucoup de jalousie, beaucoup de méchanceté. C'est tout ce qui est tout le contraire du milieu de la BD où quand on va en dédicace et qu'on rencontre des collègues, c'est toujours très sympa. Une fête à la fin d'un festival entre dessinateurs, c'est toujours chaud. Oui, je Et pensais au très Hirscheux, c'est agréable. Paulus, mais il n'a pas fait de sculpture. Lui. Mm. Voilà, enfin, bon. Et donc, oui, ça s'est rajouté à la bande dessinée. Et bon, quand on est dans la BD, tu démarres comme ça, il y a une mode, il y a la mode des couleurs en général, parce que les couleurs, elles évoluent au fil.
Oui, moi je fais absolument pas la couleur. Non, Ça pas- voilà. c'est un truc où je suis nul. D'accord. J'ai tout essayé. La gouache, l'acrylique, l'ordinateur, il y a rien qui marche. Je ne suis pas bon en couleur, donc je fais faire mes couleurs. D'accord. Et c'est quoi? C'est une question de non-maîtrise de l'harmonie. Comment tu expliques ça? C'est d'abord, je pense, un non-intérêt. Un non-intérêt, d'accord. Oui, je suis pas passionné par la couleur, et je suis passionné par le noir et blanc. D'accord. Et le côté très... Très étude alors. oui, et très tranché du noir sur le blanc, la différence. On va faire une édition limitée du tome 1 en noir et blanc. J'en suis très content parce que mon travail se fait avant tout en noir et blanc. D'accord. Un de mes profs, Didier de Smith, m'avait dit tu dois être totalement lisible en noir et blanc et la couleur viendra juste habiller. Mais ne te dis pas que le coloriste ou toi-même à la couleur tu feras ceci ou ça. Et donc mon dessin se veut complet Parce que moi, en noir et blanc. j'avais un ami étant jeune qui était Charles Delporte, Non. de la région de Charleroi. Bon, c'est un artiste. Mais je dois dire, ses études étaient extraordinairement bien faites, parce qu'encore une fois, en croquis, en esquisse, en dessin, il était très fort au niveau du volume de la future sculpture, quoi. Tout était étudié, quoi. Ah ben, Et ça, je pouvais admirer de près parce que je le connaissais très bien, c'était un ami. Mais c'est vrai, c'est la finesse du trait, quoi. Ça, Ah oui, oui, oui. Bon, alors il y en a qui travaillent tout de suite en couleur, qui ont une autre sensibilité et qui font des merveilles. Il y a Yannick Tonton, il y a Franck P, évidemment, et des gens comme ça. Ce qu'ils font est absolument extraordinaire en couleur, mais c'est pas mon truc. Donc, les jeunes qui travaillent sur ordinateur, qu'est-ce que tu en penses? c'est pas le travail sur ordinateur, c'est la direction du manga avec des stéréotypes. Tous les dessins se ressemblent. Et des très grands yeux. Alors c'est ni de l'humoristique, ni du réaliste. Avec des codes. Quand la bouche est comme ça, c'est qu'il est triste. Quand il est comme ça, c'est quand il est en colère. Et alors, on doit dessiner, remplir le visage avec des yeux comme ça, avec des gouttes comme ça, pour dire que quelqu'un qui est choqué, si Aliénor est choquée, je vais aller chercher, je vais me regarder dans le miroir pour voir comment mon visage se comporte. Être choqué, c'est pas la même chose qu'être surpris, c'est pas la même chose qu'être en colère, c'est un peu entre les deux. Et il y a les sourcils, la bouche, toutes des expressions. Les mangas travaillent sur une codification qui n'est pas très intéressante à mon sens. Et les jeunes sont tellement plongés dedans que de plus en plus de jeunes dessinateurs arrivent sur le marché avec un dessin style manga. Je trouve qu'il y a peu d'originalité à ça. Mais bon. On va abandonner alors. Oui, oui, oui. Je vois qu'on n'accroche pas. C'est pas du tout ton genre. Bon, je reviens un petit peu quelques dizaines d'années en arrière. Tu as la maîtrise du coup de crayon. Oh, non, même maintenant, je ne l'ai pas encore. Non, mais Je travaille. tu travailles, d'accord, mais enfin, le travail veut dire maîtrise aussi malgré tout. L'imagination d'une histoire, ça vient quand? Parce que je présume qu'au départ, tu veux te créer ta propre histoire, ton propre récit. Mais Ça prend date quand? Ça vers quelle époque? Ce besoin un petit peu de mettre en chronologie. 17, 18 ans. D'accord, déjà. J'étais chef louveteau, donc j'étais un peu le narrateur du... C'est ça. Et tu racontais déjà, quoi. Je racontais à mes louveteaux le livre de la jungle et un tas d'histoires. J'ai toujours été un narrateur. Et c'est pour ça que la bande dessinée, pour moi, est plus importante que l'illustration. J'ai dû faire une série d'illustrations pour Mireille Calmel
et Aliénor pour le livre d'Aliénor en édition de luxe pour les 20 ans. Et j'ai eu des difficultés. Il fallait absolument qu'il y ait quelque chose qui se passe, qui ait un début et une fin dans l'action de mon illustration, que ce ne soit pas un beau dessin. Il fallait une narration. Et donc, oui, j'ai toujours aimé la narration donc, et le dessin, donc la bande dessinée. D'accord. Il y a une logique. Et le récit naît de ses envies de dessin. C'est pour ça que je prends un scénariste, sinon je ne dessinerai que ce que j'aime. Et ça m'empêcherait d'aller plus loin. Les centres d'intérêt, les choses qu'on connaît, donc il faut un peu brasser tout ça. Et moi j'ai toujours été un passionné d'histoire, donc j'ai travaillé sur les Vikings, mes premières planches publiées, ça a été une histoire de Vikings. L'Égypte ancienne, le Moyen-Âge. Et puis par après, avec Dampierre, je suis arrivé sur les guerres de Vendée et Napoléon. Tu avais déjà entendu parler de Mireille Calmel, il y a 20 ans d'ici? Il y a 20 ans, j'avais vu son livre. Le titre me semblait très racoleur. Le lit d'Aliénor. Je m'étais dit, avec un titre comme ça ne doit pas être très bon ce qu'il y a dedans. Vous savez, il faudra peut-être couper. Ça reste. Et puis finalement, je l'ai acheté et j'ai adoré. Mais je ne connaissais pas encore Mireille, mais c'était son premier livre. Elle était rousse et flamboyante à l'époque. Absolument, Quatrième oui. couverture, ça. Oui. D'accord. Et puis, je lui ai envoyé une enveloppe avec un album et des dessins, donc il y a 20 ans. Oui. Il y a déjà 20 ans, Ouais. d'accord. C'est un coup de foudre, presque ça. Sur le livre, absolument, Voilà, oui. c'est un coup de foudre. Et aussi, donc j'ai adoré le livre, mais dans sa structure aussi, elle ne fait pas une description de 5 pages comme John le Carré pour un jardin qu'on va traverser une fois. D'accord. Elle est très succincte dans les descriptions. Le centre, ce sont les personnages. Moi, c'est ce que j'aime. Je préfère 100 fois les personnages au décor. Et sa manière d'écrire convenait très bien à une adaptation en bande dessinée. D'accord. Et le premier contact est venu comment avec elle Alors j'ai envoyé cette enveloppe à son éditeur, et puis un beau matin, 9h du matin, elle m'a réveillé. Ah, tu l'as, une espèce d'hystérique au téléphone. C'est fantastique, ton projet et tes dessins, c'est génial. Et elle connaissait déjà Dampierre à ce moment-là, elle avait déjà mes albums, donc elle me connaissait. Et on s'est rencontrés, donc on s'est beaucoup téléphoné, etc. Et puis on s'est rencontrés chez elle pour un premier contact, et puis on a commencé à élaborer les planches. D'abord un dossier, puis travailler, retravailler, et puis essayer de trouver un éditeur. Il y avait d'autres choses qui se passaient pour les deux, donc ça a pris du temps. Jusqu'à ce que Ixos décide vraiment et se lance dans l'aventure avec nous. Donc voilà. Alors, la création du personnage en lui-même, est-ce que Mireille sert de modèle? Non, oui, elle sert de modèle à Mathilde. Dans le... Involontairement ou volontairement? Non, tout à fait volontairement. D'accord. Tout à fait volontairement. Je suis grand-père. Henri, qui naît puis qui évolue, mais il évolue comme mon petit-fils. Il y a quelques personnes. Ça permet d'être assez juste et de prêter des expressions. Par exemple, mon petit-fils, il joue beaucoup avec les yeux et les regards. Et je suis dans une scène où justement, Il y a un petit qui grogne comme ça.
d'abord, il est très souriant, puis il grogne, puis il se fâche, et puis... Et donc, j'étudie ses regards, sa manière de regarder en coin, et ça donne un caractère plus juste quand on connaît la personne, je pense. Pour Loana aussi, j'ai quelques personnes en tête. Aliénor aussi, oui. Donc, ça permet d'être plus proche des expressions, je pense, que d'avoir un modèle plutôt que de le sucer de son pouce. Je suis très mauvais dessinateur. Alors, comment parvient-on à maîtriser un personnage, et plusieurs personnages en même temps, dans différents plans, mais de toujours, évidemment, il est chaque fois reconnaissable. Comment on peut parvenir à chaque fois à reproduire ce personnage de face, de côté? Oui. C'est ça le métier, tu vas me dire. Mais déjà, par exemple, Aliénor, elle a un visage plutôt carré, avec un nez en trompette, ou légèrement relevé pas. Oui, d'accord. Une... Ça se maîtrise rapidement, ce... Non, il faut chercher justement un personnage qu'on a dans la main et qu'on peut recommencer. Elle a l'arrêt des cheveux au milieu, tandis que Loana c'est à gauche. Loana a un visage plus allongé, un nez plus long évidemment. Parce que... Caractère. Oui, et puis si on a un visage plus long, on a fatalement un nez plus long, parce que c'est le nez qui détermine. Et alors on répète, pour qu'il commence à se ressembler à lui-même. Donc j'ai des pages d'études, face trois quarts fuyant, de trois quarts d'eau, de profil, et puis commencer les expressions, parce qu'on ne se rend pas compte, mais même sa femme ou son époux, avec certaines expressions un peu extrêmes, la colère ou autre, a un visage très différent. Et donc si on le dessine, si on prenait la photo, puis qu'on calquait ou qu'on projetait la photo de la même personne en colère ou souriante, on ne la reconnaîtrait pas. Donc il faut vraiment avoir des codes. Oui, ça fait partie du travail. Au niveau des hommes, j'ai plus de difficultés. D'accord. Alors quand on part, je veux dire, sur base d'un premier roman, comment peut-on élaguer dans ce roman, non pas pour faire un résumé, mais pour faire presque une autre histoire, mais qui correspond au roman évidemment? Qu'est-ce qu'on décide dès le départ de laisser tomber ou de garder? Comment ça fonctionne ce genre d'élagage? Ça, c'est un peu Mireille qui décide. Puis il y a des scènes où on hésite. On en discute, est-ce qu'on la met, est-ce qu'on la met pas? Est-ce qu'elle est importante ou est-ce qu'elle ne peut pas être résumée? Parce qu'en fait, un peu la difficulté, c'est qu'on a presque trop de matière. Oui, d'accord. Donc on doit vraiment élaguer. Donc ça, on fait à deux dans son bureau à Bordeaux. Donc je vais y passer une semaine régulièrement. Et donc, comme tout texte écrit, il y a beaucoup de chutes aussi au niveau de... Oui, et puis de temps en temps des rajouts. Des rajouts. C'est-à-dire que... bon, elle, sur une page, va dire ils se rendirent à Toulouse. Boum. Ça fait ils se rendirent à Toulouse. Ça fait 5 mots. Mais moi, ça va faire une demi-planche avec des chevaux, avec une mise en scène, etc. Et à côté de ça, parfois, elle fait une longue description. Et moi, il suffit d'une case, d'un dessin. Donc, là aussi, il faut se régler correctement. C'est pour ça qu'on travaille à deux. Et la grande force, c'est qu'à partir du moment où c'est elle qui a écrit le roman et qui l'adapte, s'il y a des choses qui ne vont pas pour la BD,
elle peut les supprimer, les remplacer. On a réécrit des scènes pour garder le sens de ce qu'elle avait voulu exprimer, mais il y avait des choses qui étaient quasi impossibles à faire en bande dessinée, avec beaucoup de pensées, etc. Il valait mieux le traduire par une action. Donc, ça, c'est la force de travailler avec l'écrivain lui-même. Il ne vend pas ses droits, et puis il faudrait travailler, élaguer, puis lui soumettre, et puis qu'il hésite peut-être, et puis qu'on retravaille. Non, on le fait en direct. Au niveau plus technique, au niveau de la mise en page, tu travailles sous tout format, sur une même page. Il y a des grandes cases, des petites cases, oui. Il y en a qui viennent se surposer, avec encadrement blanc, bien souvent. Parfois, oui. Et parfois, tu vois qu'il n'y en a pas. Pourquoi? C'est à l'instinct. Un de mes profs m'avait dit, c'est pas parce que c'est un gros plan que c'est une petite case. Ce n'est pas parce que c'est une vue de ville et de décor que ça doit être une grande case. Il n'y a pas de règle. Et je le fais un peu à l'instinct, avec des règles. Ça, c'est la chance d'avoir eu d'excellents profs, des types très doués. Par exemple, Yves Solf, sur Dampierre, me disait « Essaye d'avoir toujours un ciel dans une des cases de ta planche. Ça aère, ça met de la profondeur. » Et contrairement, ici, il y a une mort importante dans les planches que je fais pour le moment. Alors justement, je choisis de ne pas mettre de ciel pour écraser. D'accord. Et donc, il y a... J'ai pas ça à l'instinct. Le corps de la personne décédée est très grand et prend de l'importance. Plutôt que de le caser dans un petit coin. Oui, parce que je veux que le lecteur le prenne dans la gueule, platement dit, mais qu'il y a un choc. Il y en a où on peut le voir de loin parce que les expressions sont moins importantes, alors autant faire un paysage quand deux personnages papotent. Oui, il y a quelque chose de champêtre, ou voilà. Et puis il y a aussi l'équilibre chant contre chant, donc deux personnes qui discutent, c'est pas toujours la même personne qui est de face. Plongée contre plongée, donc quand on voit une scène vue du dessus, quelque part il faut rééquilibrer la planche en voyant un visage ou une scène vue du bas. Et donc il y a tout un équilibre à trouver dans la planche qui fait que voilà, le choix des cases doit se faire comme ça. Oui, parfois je mets pas de cadre et donc c'est sur fond blanc. Ça aère un peu, ça allège, ça met plus en valeur le personnage s'il dit quelque chose d'important. Plutôt qu'un fond qui serait quand même gris-beige à l'intérieur d'un château. Je trouve ça assez esthétique aussi. Voilà, c'est un peu tous ces éléments, essayer de varier les cases pour qu'on n'ait pas l'impression de déjà avoir vu la planche. Une chose qui m'obsède aussi, c'est le texte. Dès le départ, tu écris ton texte toi-même ou bien il y a un procédé mécanique qui vient Non, j'écris à la main. à la main? Oui. Oui. Et tu as pu voir au fil des années une écriture qui changeait ou... Non, quand je vois les Dampierre et maintenant, c'est à peu près la même écriture. On peut reconnaître une écriture, oui. Ah, il y en a un qui a été fantastique parce qu'il a vendu uniquement son lettrage. Pour une pub pour des jeans, c'est Giraud. Et il y avait une photo de jeans avec un texte écrit de sa main. Et ça faisait la publicité, on reconnaissait tout de suite l'écriture de Giraud. D'accord. Donc on a une identité, Vous avez une identité de texte. D'accord. Ici, mon fils m'a fait la remarque, c'est un peu serré, donc
pour le tome 3, j'ai aéré plus le texte. Et il y avait certaines lettres qui étaient un peu difformes, mais U qui étaient trop fermées, qui devenaient des O. Donc là, Mireille m'a fait corriger. Pour nous éclairer un peu, on voit le format de l'album, mais en réalité, tu dessines sur quel format? 50-32. D'accord. Donc, Oui. c'est plus grand qu'un A3. Et chaque planche est numérotée, c'est ce qu'on peut oui, voir oui. dans l'album, il y a à chaque fois un numéro Oui. quelque part. Pour s'y retrouver. Pour s'y retrouver, d'accord. Parce qu'ici, j'avais 2 planches 25. C'était assez gênant. D'accord. Alors, bon, quelque chose qu'on a abordé le sujet au début de l'entretien, c'est la recherche, évidemment. Aller voir comment, éventuellement, un château, ou bien... Alors, en ce qui concerne la couleur des vêtements d'époque, comment peut-on les retrouver? Doit-on les respecter? Est-ce qu'on ne va pas être trop terne si on a... Comment peux-tu adapter ça? C'est une difficulté, ça amène parfois des disputes. Le mot dispute, mais des tensions. J'ai fait un album sur Malbrook, Oui. et le duc de Malbrook est là, c'est dans une illustration, il trône sur un gros cheval, parce que lui-même avait un peu dans bon point, et marchait avec la troupe, et un petit éclaireur vient lui porter un message. Alors, la vérité, j'ai fait des années d'équitation, je sais que le cheval du duc va être plus grand, plus lourd, beaucoup moins rapide, mais celui de son éclaireur, c'est un cheval de hussard, très mobile, très rapide, qui tient longtemps, donc ce sera plutôt un cheval de type arabe, et donc plus petit, et il a l'air presque d'un poney à côté de l'autre, et je le dessine comme ça, en ayant cette réflexion due à une recherche. Et on m'a demandé de corriger la taille du cheval en disant... Alors, qu'est-ce qu'il faut faire? Est-ce qu'il faut être dans la vérité historique, quitte à choquer, bon, choquer est un grand mot, le lecteur, ou en tout cas à passer pour un mauvais dessinateur, ou dans le même album, des GI se sont amusés, parce qu'ils ne savaient pas quoi faire, avec leurs pièces d'artillerie à tirer sous le château. Donc je les représente allongés. Et il y en a un, on me dit, mais enfin, comment tu l'as dessiné? On dirait qu'il a 18 ans. Je dis, mais il y a 6 mois, il a débarqué en Normandie. Les GI qui ont débarqué en Normandie, c'était des gamins. Et c'est les films qui ont fait ces mecs de 35 ans, un peu mal rasés, des vrais mâles, etc. Oui, c'était à peine dégrossi. Oui, et donc, ben, ils trouvaient ça choquant, donc j'ai dû corriger. Alors, bon, qu'est-ce qu'il faut faire? C'est la même chose, je travaillais sur l'Égypte, tous les monuments étaient peints et mis en couleur, or tout le monde connaît l'Égypte maintenant sans ces couleurs. Alors qu'à l'époque, tout était coloré. oui. C'est des questions, donc ici au niveau des couleurs des vêtements, on les fait plus vifs pour que ce soit plus chantant dans l'album, mais ils avaient déjà beaucoup de couleurs. Aliénor amène aussi des couleurs beaucoup plus vives quand elle arrive chez sa belle-mère, la mère de Louis VII à Paris. Elle se fait enguirlander parce qu'elle est en deuil normalement pour son beau-père, et elle a des couleurs beaucoup trop vives. Or, Aliénor dit c'est la robe la plus terne et la plus sage que j'ai. Et donc Aliénor a amené beaucoup de couleurs, et ça se souligne. Alors justement, aussi. pour ces couleurs-là, où se font les recherches? Ça, c'est un peu le coloriste, je lui laisse la liberté. D'accord, mais tu dois quand même donner un avis ou une fourchette au niveau... Oui, mais il est assez intelligent pour le voir et le savoir. Mais tu fais faire des corrections parce que tu dis, écoute, c'est pas l'époque ça.
Mais qu'est-ce qu'il y avait à l'époque? On ne le sait pas. Voilà. Ce qui nous est parvenu du XIIe siècle a pâli, évidemment. Les couleurs sont passées. Alors justement, doit-on les reproduire pâlis ou bien... Ah non, mais justement... Voilà, comment procède-t-on à ce moment-là? Moi, je préfère être à l'époque, donc avec des couleurs vives. C'est ça. Plutôt que de correspondre à l'image que le lecteur se fait du Moyen-Âge, qui est beige, gris, couleur de terre... oui, dans ces harmonies-là, j'aime moins. Les tapisseries étaient omniprésentes dans les châteaux et étaient très colorées. Il y avait des tissus pour couper le froid un peu partout avec des couleurs vives. Donc, pour moi, je ne me pose pas trop de questions. J'ai pas envie d'un camailleux de beige. Tiens, tu abordes quelque chose au niveau du détail, les tentures, tu dis. Oui. Comment peut-on se freiner dans la non-surcharge d'une planche? Parce qu'à un moment donné, on se dit, j'ai quand même pas dessiné les fourmis, quoi. À partir de quand on se dit, maintenant stop, parce qu'on est pris. J'ai tendance à être un peu baroque et un peu chargé. Quand je fais un banquet, je préfère mettre 50 personnages que 15. D'accord. Et des petits gosses qui donnent à manger à un chat, un chien qui vole un morceau de pain. Je fais l'anecdote parce que j'ai un ami qui est Paul de Gobert qui a peint une station de métro. Paul, il fait 1m60 ou 1m55, il a cette station impressionnante à voir. Puis on lui a dit, commencez, puis j'ai commencé, dit comme ça. Puis je me suis surpris à un moment donné que sur l'arbre, je commençais à dessiner les fourmis. Je me suis dit, Paul, écoute, si tu commences à dessiner les fourmis, tu n'auras jamais fini, quoi. Ah oui. oui. Une station de métro, hein. Mais il a dessiné des fourmis sur certains arbres. Il s'est dit, où vas-tu, là? Oui, moi je suis un peu de ce genre-là aussi. Voilà. J'adore à la Bruegel les petits détails, l'anecdote dans un coin. De fait, je dessinerai les fourmis sur... Alors tiens, plus amusant ou moins amusant, on connaît tous ces films où, par exemple, du temps des Romains, tu vois le type qui tend le bras, il y a une montre. Quel est le truc que tu n'aurais jamais dû mettre dans une planche? Est-ce que c'est arrivé, ce genre de gag? Ce qui est arrivé, et ça, mon fils, pour ça, il me tue parce qu'il a l'œil absolu. Ariane, la compagne de Dampierre, se fait blesser à la jambe gauche. Et pour une raison de lisibilité et d'harmonie dans la planche, je la retourne. Mais je retourne le calque. Et donc, elle se retrouve blessée à la jambe droite. Et il a repéré ça, oui. Et tout de suite. Voilà, des choses comme ça. Ici, je ne pense pas que j'ai dessiné des choses qui n'existaient pas à l'époque, mais il doit y en avoir. Dans les reconstitutions de châteaux, j'ai certainement placé une tour au mauvais endroit. Ça peut arriver, ça. Et tu as des remarques de lecteurs, de spécialistes qui te disent, là, tu... Ah oui, Mireille m'en a rapporté une. Un lecteur qui avait repéré un anachronisme. Mais bon... Ah ouais, ça fait partie du jeu, je trouve. Mais c'est gai. On fait le maximum, mais on est ça veut dire au moins qu'on est lu, quoi. Oui, mais c'est ça. Mais, le et dans le détail. Parce voilà, que, ça c'est chouette, ça. Oui. Parce qu'il disait, bon, là, c'était impossible à cette époque-là. Je mettrais peut-être... oui, un bougeoir de 1400, je le mettrais en 1200. C'est déjà arrivé, quoi. Oui, bien sûr. On est à 90%. Oui. On ne peut pas être à 100%, on n'est pas un document historique. Non, on est avant tout une histoire, une narration. On fait le maximum, mais il est impossible d'être... on y passerait beaucoup trop de temps. Une planche me prend une semaine, mais il y a une journée complète qui est de recherche sur Internet sur les mouvements, mais aussi sur la reconstitution d'un château. Elle me parle d'un pont, il faut que je retrouve le pont, est-ce qu'il y a encore des traces? Le mieux, c'est quand il n'y a pas de traces, et qu'il n'y a pas de gravure, donc je fais ce que je veux.
Et puis parfois, de fait, il se trouvait à tel endroit, en dessous de la butte, ça montait comme ci, comme ça. Le château de Blaye est très difficile parce qu'il est en retrait par rapport à la Gironde. Donc on ne le voit pas. Or, il n'y a rien de mieux que de voir la rivière, le ciel, le château. Ces châteaux étaient très étroits, très resserrés. On a toujours cette image d'immenses cours à l'intérieur des châteaux. Or, un château avait une cour de la largeur d'une rue quasi. C'est vraiment Très resserré. très resserré autour du donjon, sauf, mais c'est même par après, c'est à partir de 13, 14, 15e siècle, mais les châteaux du 12, 13e siècle étaient assez étriqués. Donc, mais des anachronismes, oh, j'ai dû en faire, oui, certainement. Premier album, bien accueilli par le public. Deuxième album qui est maintenant là. Il y a un troisième qui est en cours. Et le troisième, je suis juste à la moitié. Juste à la moitié. Juste à la moitié. On va commencer les couleurs. Oui, le premier, c'était un peu paniquant parce que personne ne l'avait lu, donc je n'avais aucun avis. J'ai commencé les dédicaces du numéro 2, et là, j'ai commencé à avoir des gens qui avaient lu le tome 1 et qui m'ont dit que ça fonctionnait au niveau de la narration, que ça se lisait avec plaisir, que c'était dense et qu'il y avait beaucoup de personnages. Heureusement, il y a une page spéciale avec les personnages et l'explication pour qu'on s'y retrouve. Parfois, il y a des... Entre autres, le rôle complexe de Suger, il est à la fois avec le roi d'Angleterre et avec son ennemi, le roi de France, qu'il conseille. Il est un peu partout avec les Templiers. Et donc, au début, on a un peu de mal à comprendre, mais c'est justement ce double ou triple jeu qui va amener une partie de l'histoire et qui la rendra intéressante. On ne simplifie pas à outrance. Au fil des planches, au fil des albums, est-ce que, tout album confondu, est-ce qu'il y a un petit personnage caché qui est la griffe de Pierre? Non, je crois pas. Une petite souris qui est toujours cachée derrière une feuille. Non, la coccinelle de Gottlieb. Oui. Il n'y a pas ça. Non. C'est jamais eu envie, ou bien c'est un petit clin d'œil que tu n'as jamais mis, ou bien qui peut surgir? Oui, il y a mon cheval, parce que je l'ai tellement dessiné, je l'ai tellement dans la main que c'est toujours un peu le même cheval qu'on retrouve. D'accord. Il y a mon chien, c'est un boxer, donc on les retrouve parfois. On peut le retrouver, voilà. Oui. Si je dois dessiner un chien, j'irai plutôt vers un boxer que vers un chien très poilu. Non, j'ai pas de personnage fétiche, mais mes fils se ressemblent un peu. Oui, j'ai des tics à ce niveau-là. Ça, c'est une certitude. Et Pierre, écoute, on a fait une bonne demi-heure d'entretien. Voilà. Je pense qu'on a parlé d'autres choses, parce que s'en tenir toujours à l'album, c'est trop raconté. On va surtout attiser la curiosité des personnes qui vont nous écouter. Mais je suis très content d'avoir revu pour une deuxième fois. L'année dernière, on n'avait pas eu le temps, tout s'est bousculé. Et ici, voilà. Voilà, donc ici, on a plus le temps, oui, parce que l'année passée avec Mireille, elle a toujours l'actualité de ses romans et de son travail. Et elle est productive, c'est une travailleuse. En tout cas, félicitations pour la qualité des deux albums. Et merci beaucoup pour le beau dessin en dédicace que tu as mis. Mais je t'en prie. Oui, ça fait partie. Si tu veux ajouter quelque chose? Non, c'est un vrai plaisir. Mais une des questions qu'on me pose, c'est combien y aura-t-il de tomes. Donc on va tomber vers 6 ou 7 pour couvrir le lit d'Aliénor, le roman titre, mais qui a été suivi par 3 ou 4 autres romans sur Richard Cœur de Lion, fils d'Aliénor, et qu'on
continuer si le goût nous en prend et si le lecteur nous suit. Oui, encore du boulot. Hein. Ah oui, ça se peut qu'elle m'enterre un jour. Quelle carrière tu as eue là même, hein. C'est impressionnant ça. Mais je suis le premier surpris de voir que Dampierre a fait un classique. Ouais. On m'en parle encore 15 ans après. Et la série est finie et je vends régulièrement des planches. En dédicace, on vient souvent m'en faire dédicacer. Il y a le phénomène Swolf, mais je crois que la série était bien foutue en 10 tomes. Et puis maintenant, mais ça redémarre. Et l'entourage familial est important. Moi, je me souviens en Italie, ma mère vient un jour, elle dit Pierre, viens voir, regarde ça. Elle avait une chenille comme ça sur le doigt. Et cette chenille était vert pomme. Il y avait des poils, et au bout de chaque poil, il y avait une petite goutte rouge. C'était un bijou. Et alors elle me dit, tu vois pourquoi les Italiens ont si bon goût en art ou en vêtements, etc. Ils savent regarder leur nature. Voilà. Elle était capable de s'arrêter le long d'une route et dire, regardez le coucher de soleil comme il est beau. Et cet éveil à la beauté et à regarder est important dans les vocations. On a fait des musées et des musées avec mon père. Je disais toujours, le Christ monte sur la croix, il en redescend, il remonte, il redescend. Parce que c'était les primitifs italiens dans les musées de Sienne et de Florence, etc. Mais ça t'a sûrement bien forgé, quoi. Oui, Bruegel, Brel. Quand on écoute Amsterdam et qu'on doit faire une scène de banquet, on a déjà tous les éléments. Voilà. Bruegel, c'est la même chose. En réto, j'avais fait un travail sur Émile Verhaeren, illustré par des images de Bruegel et en fond Brel. Et c'est un mélange très belge, mais très fourni. Et le prof avait fort apprécié, mais c'était baroque. Oui, d'accord. Mais enfin, c'est vrai que quand on tombe dans ce genre de travail et qu'on a ce genre de scène à pouvoir reproduire, on est dans la scène. Hein. Ah oui, oui. On danse, on mange, on chante. Hein. Oui, mais quand je dessine un mort, par exemple, je me sens mal le soir. J'ai vraiment dû prendre en moi les sentiments et ils ont du mal à se laver. Heureusement, ça marche dans l'autre sens aussi, quand c'est une scène très joyeuse. Je suis joyeux aussi, je m'amuse. Donc, lors d'un accouchement, tu hurles. Ça, je ne connaîtrai jamais. Voilà, sur ce. Comme disait Renaud, même si je devenais pédé comme un phoque, je ne serais jamais en cloque. Voilà. Je te remercie beaucoup. On va mettre tout ça en musique maintenant. Hein. Donc, disons que d'ici ce soir ou demain matin, voilà. Super. Ce sera en ligne, je t'enverrai le lien. En tout cas, c'est très gentil d'être venu. Mais il n'y a pas de problème, moi ça me fait très plaisir. Et puis, j'espère que les albums t'ont plu. Oh oui, mais tu sais, nous, on est des contemplatifs. Hein. Donc, c'est-à-dire, on regarde, et puis, comme beaucoup de livres où on souligne, on reprend souvent les choses. Ah oui. Parce qu'encore une fois, bon, tu revis une atmosphère, puis il y a des choses. Moi, je ne comprends pas les gens qui disent « Ah, j'ai lu ton bouquin en 3 heures, quoi. » Non, ça en 3 heures, je suis désolé, il y a plein de choses. On part en voyage, on part dans une époque, on doit revenir sur ce genre de travail. Mais c'est ce que les gens apprécient beaucoup. Ils me disent souvent, on peut relire, on peut revenir sur des cases, chercher les détails. Parce qu'encore une fois, tu as l'œil qui est pris, tu as un texte que tu suis, tu zappes des trucs, et quand tu reviens, tu redécouvres quelque chose, quoi. Et ça, c'est important, quoi. Et alors, quand tu te mets à regarder ça, évidemment, tu regardes s'il n'y en a pas un qui a une montre, quoi. Oui.
Voilà. Merci beaucoup Pierre. Bon après-midi à toi. Je t'en prie. Merci beaucoup. Merci de ton accueil. Et À l'année prochaine.